Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. La semaine dernière, j'ai réalisé la première partie de cet épisode, que je te conseille d'ailleurs fortement d'écouter avant de déboucher sur celui-ci. Nous avons commencé à explorer ce qu'on appelle les blessures de l'âme, d'après le livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. On a plongé dans les 2 blessures les plus précoces, le rejet et l'abandon, celles qui questionnent notre droit d'exister, mais aussi celui d'être aimé. Alors aujourd'hui, on poursuit ce voyage intérieur avec les 3 blessures restantes, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Elles apparaissent un peu plus tard dans le développement, mais elles n'en sont pas moins puissantes. Alors installez-vous bien, on plonge dans le sujet. On continue donc notre exploration avec une blessure qui agit différemment des 2 précédentes, donc le rejet et l'abandon, mais qui est tout aussi profonde et déstabilisante. Elle s'appelle la blessure d'humiliation. Alors, cette blessure apparaît généralement un peu plus tard dans l'enfance, et souvent autour de la période où l'enfant commence à explorer son autonomie, son corps, mais aussi ses besoins. Et c'est une période où en fait il cherche à faire tout seul, à s'exprimer et à découvrir le monde ainsi que le sien. Et c'est aussi une période où il est extrêmement sensible à la manière dont on le regarde, dont on le juge, mais aussi dont on parle de lui aux autres. La blessure d'humiliation s'installe souvent à travers les petits commentaires du quotidien. Ceux qui ne semblent pas méchants mais qui piquent là où c'est fragile. Par exemple, une mère qui dit à son enfant « Arrête de faire le bébé, t'as vu comment tu manges, tu me fais honte ». C'est ce genre de phrase qu'on entend parfois sur le ton de la plaisanterie, mais qui, pour un enfant, en pleine construction, résonne comme une claque. Cette blessure peut être activée par l'un des 2 parents, et selon Lise Bourbeau, elle est souvent reliée aux parents du même sexe. Et ça ne passe pas toujours par des mots. Parfois, c'est un simple regard dégoûté, une remarque déplacée du parent sur le corps, ou même un soupir de lassitude qui peuvent suffire. Et à partir de là, il va commencer à se restreindre. Il va apprendre à lire dans le regard, à s'excuser d'être là, et il va bizarrement commencer à avoir honte de son corps, de ses besoins et même de ses envies. Comme si tout ce qu'il est, tout ce qu'il ressent, était déplacé. Il peut d'ailleurs développer un dégoût profond de lui-même, pas toujours conscient, mais bien là. En fait, un malaise quand il se regarde dans le miroir, ou même une gêne à se montrer vulnérable et à demander ou recevoir. En fait, c'est une blessure qui pousse à s'auto-humilier pour ne plus jamais revivre l'humiliation imposée. Donc, c'est ce parent qui lâche des phrases humiliantes comme « tu manges comme un cochon » ou « tu ne fais rien comme il faut » qui le construit. Et donc, vous vous doutez bien que parfois, cette blessure prend racine dans des vécus bien plus graves, que beaucoup ont appris à enfouir ou à minimiser, faute de pouvoir les nommer. Beaucoup trop d'enfants ont été victimes d'inceste ou d'agression sexuelle de la part d'un parent, d'un oncle ou d'un adulte censé les protéger. Et donc cet enfant, il finit par se sentir sali, brisé et coupable, comme si c'était lui le problème, alors qu'il est simplement la victime. Et son corps en garde les traces, même quand les souvenirs sont flous. Il peut avoir, au fur et à mesure du temps, une gêne à se laisser toucher, un rapport troublé au plaisir ou même à la nudité, et un sentiment diffus de dégoût de soi. Et tout ça devient un terrain fertile pour la blessure d'humiliation. Et bien sûr, un masque se met en place, c'est le masque du masochiste. C'est un masque lourd, mais aussi profondément enraciné, parce qu'il ne sert pas seulement à cacher, mais il sert aussi à s'effacer. Et celui qui le porte, en fait, cherche à éviter l'humiliation, en s'humiliant lui-même d'abord, en se rabaissant avant qu'on le rabaisse. Et en fait, il s'excuse d'exister, de parler, de demander,
parfois même de respirer trop fort. Il ne veut surtout pas déranger et surtout pas prendre de place. Mais ce masque ne veut pas dire passivité, bien au contraire. Contrairement à la blessure du rejet, souvent, ce sont des personnes qui vont tout donner aux autres. Leur temps, leur énergie, leur attention. Elles vont d'ailleurs se rendre utiles à l'extrême, porter les autres sur leurs épaules et s'oublier complètement. Et en surface, ça peut même donner l'impression de quelqu'un de très généreux, très fort et très stable. Mais à l'intérieur, il y a un moteur puissant. La honte. La culpabilité d'exister. Et cette petite voix qui dit « Si tu t'occupes de toi, t'es égoïste, et si tu penses à toi, tu le paieras. » Dans l'intimité, cette blessure crée de grandes difficultés à recevoir. La blessure d'humiliation accepte des situations humiliantes, voire dégradantes, en pensant qu'elle ne mérite pas mieux. Et d'ailleurs, cette blessure peut aussi se lire dans le corps. Des épaules basses, un ventre contracté, une posture qui retient, comme si le corps tout entier disait « Je suis désolée, je prends le moins de place possible. » Maintenant que l'on a parlé de la blessure d'humiliation, on entre maintenant dans un territoire un peu différent. C'est celui de la blessure de trahison. Elle ne se construit pas autour du rejet de notre être ou du dégoût de notre corps, mais autour de la perte de confiance. Une confiance brisée, parfois brutalement, par celui ou celle qui était censé nous protéger. Et cette blessure-là, elle se forme quand l'enfant se sent trahi, souvent par le parent du sexe opposé. Celui qui l'idéalise souvent et celui en qui il place instinctivement sa confiance. Et en fait, ce parent peut avoir fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Il peut avoir affirmé une chose puis faire l'inverse. Il peut aussi s'être présenté comme fiable et protecteur et s'être effondré au premier moment crucial. Et quand cette incohérence se répète, le doute s'installe et pire encore, la colère grandit. Car c'est une blessure qui, contrairement à l'humiliation ou à l'abandon, elle ne plonge pas uniquement dans la tristesse ou la honte. En fait, elle déclenche une révolte intérieure, une rage d'avoir été trompé, manipulé et abandonné sans qu'on l'ait vu venir. Et d'ailleurs, cette rage, l'enfant n'a pas toujours le droit de l'exprimer. Alors il enfouit et il devient contrôlant. Et d'ailleurs, c'est justement le masque associé à cette blessure, le contrôlant. Celui qui ne laisse rien passer. Celui qui veut que tout soit clair, précis et aligné. Parce qu'il a vécu l'incohérence, il veut maintenant tout verrouiller. Il déteste les imprévus, les flous, les zones d'ombre. Il veut vérifier, maîtriser, anticiper tout le temps. Parce que, dans sa mémoire, la confiance, ça n'existe pas. Et il vaut mieux compter sur soi que sur les autres. Prenons des exemples concrets. Imagine un enfant dont le père promet de venir le chercher à la sortie de l'école et qui ne vient pas. 1 fois, 2 fois, puis 10 fois. Chaque fois que l'enfant croit, chaque fois qu'il attend, il se dit « cette fois, il viendra ». Il se prépare émotionnellement, il espère et se rend vulnérable à chaque fois. Mais malheureusement, il est laissé planter là. Ce n'est pas un simple oubli, c'est une promesse trahie, un lien brisé, et à chaque déception, la confiance s'effondre un peu plus. Je vais aussi donner l'exemple d'une mère qui, par exemple, en privé, répète à son fils qu'elle le soutiendra toujours, qu'il peut tout lui dire et qu'elle est là pour lui. Mais qui, dès que l'enfant exprime quelque chose de sensible ou de dérangeant, le ridiculise ou banalise ses émotions devant les autres. Il ne comprend plus, il se dit « je croyais qu'elle était de mon côté ». Et là aussi, une brèche s'ouvre. Il finit par apprendre que les paroles ne valent pas toujours les actes, qu'on peut dire « je t'aime », mais te trahir quand même. Et ce sont souvent ces deux pôles ensemble, les paroles réconfortantes qui masquent une trahison,
qui construisent le terrain émotionnel du futur contrôlant. Il ne sait plus à quoi se fier, mais il ne veut plus revivre ça. Alors, il verrouille tout. Et une fois adulte, cette blessure s'exprime souvent dans les relations intimes. Et comme mentionné précédemment, le contrôlant a besoin de tout savoir et de tout comprendre. Il ne supporte pas la contradiction, il pose des questions, il observe les moindres détails. Il a aussi beaucoup de mal à faire confiance, même quand il aime profondément, parce qu'il associe amour et trahison, attachement et risque. Et là où ça devient paradoxal, c'est que ces personnes peuvent elles-mêmes trahir pour ne pas être trahies, saboter une relation, tester l'autre, le mettre à l'épreuve, juste pour garder une forme de pouvoir. Juste pour ne pas se sentir dupé une fois de plus. Dans le corps, le masque du contrôlant se voit souvent présent, les épaules bien droites, la mâchoire serrée avec les yeux vifs, comme s'il fallait rester prêt tout le temps. C'est un corps tendu, hyper vigilant, toujours sur ses gardes. Et d'ailleurs, le visage peut dégager une grande assurance, presque autoritaire, avec un regard direct, voire perçant. Mais cette solidité apparente cache en réalité une grande méfiance. Et maintenant que l'on a pu identifier la blessure de trahison, on termine avec la 5e blessure, qui est la blessure de l'injustice. C'est peut-être celle qui d'ailleurs est la plus socialement valorisée, parce qu'elle donne naissance à des personnes qu'on perçoit souvent comme fortes, droites et efficaces. Et derrière cette façade de perfection, il y a très souvent un cœur gelé ou un ressenti profond d'avoir été traité avec froideur, dureté et exigence. Cette blessure se forme généralement dans l'enfance, au contact du parent du même sexe. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un parent humiliant ou instable, mais plutôt d'un parent rigide, exigeant, qui attend beaucoup trop. Ce serait un parent qui ne laisse que peu de place à l'émotion et qui valorise énormément le mérite, la performance et l'excellence. En fait, un parent qui félicite uniquement quand c'est bien fait, mais qui critique dès qu'il y a un écart. Ou pire que ça, qui reste neutre, froid et distant face aux réussites de son enfant. L'enfant n'a pas le droit de se tromper. Il apprend donc à se contenir, à taire ses émotions et à ne surtout pas faire de vagues. En fait, il comprend très tôt que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il ressent, mais ce qu'il produit. Il se dit « Si je veux de l'amour, je dois être irréprochable ». Et à force, il finit par s'éloigner de ses émotions et de ses besoins profonds. Et pour ça, il devient très performant, mais profondément déconnecté de lui-même. Cette blessure se nourrit d'un monde intérieur figé, où tout ce qui est spontané, fluide et vulnérable est perçu comme une faiblesse. Le masque qu'on adopte alors, c'est celui du rigide. Et ce masque, dans notre société, il passe très bien. En fait, c'est la personne qui a de la volonté, qui est fiable, qui travaille dur et qui ne se plaint jamais. Mais derrière cette droiture, il y a souvent un mal-être, une pression constante et un perfectionnisme qui épuise. Prenons un exemple. Un garçon élevé par un père rigide, très exigeant, qui valorise l'efficacité, l'ordre et le silence. À chaque fois qu'il pleure, son père le regarde avec froideur ou lui dit « Tu crois que ça va changer quelque chose de pleurer ?» Cet enfant finit par apprendre vite qu'il vaut mieux se taire que de montrer une faille. Un autre exemple, ce serait une fille qui grandit avec une mère perfectionniste, toujours bien mise, qui juge sévèrement les émotions comme les faiblesses. Tu fais de la comédie ? Allez, lève-toi. Là aussi, l'enfant apprend à contenir ce qu'elle ressent, à se corriger, à rester droite, propre et impeccable, peu importe ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas juste une exigence de surface, mais une remise en question permanente de la légitimité de ressentir. Et en fait, l'enfant ne se sent pas du tout soutenu, ni accueilli dans ses émotions.
Il se construit donc une base rigide, ne pas déranger, ne pas flancher et ne pas ressentir. Et cette dureté qu'il a reçue, il finit par l'appliquer à lui-même, mais aussi aux autres. Et d'ailleurs, cette exigence ne s'arrête pas aux notes ou à la performance. Elle touche le corps, les relations, la posture et l'image. Ces personnes ont souvent un ton sec, une posture droite tendue et un regard intense. Leur corps est tenu comme s'il n'y avait pas le droit de s'effondrer. Et d'ailleurs, leur voix peut être coupante et leur jugement très dur. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles n'ont pas appris à laisser de la place à la douceur, à l'imperfection et à l'erreur humaine au final. Et dans ces relations, le masque du rigide crée souvent une distance. Ces personnes peuvent paraître froides et inaccessibles. Elles donnent peu et demandent beaucoup, souvent inconsciemment. Et d'ailleurs, elles veulent que tout soit juste, équilibré et rationnel, mais elles ont du mal avec la spontanéité, les zones grises et les débordements émotionnels. Et pourtant, à l'intérieur, elles rêvent d'être aimées sans condition. Elles ont juste oublié comment s'ouvrir à ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre les blessures d'humiliation, de trahison et d'injustice, et que ça a pu t'apporter un peu de clarté ou de réconfort. En attendant, merci d'avoir écouté cet épisode et n'oublie pas, tu es suffisant et suffisante exactement tel que tu es. Je te souhaite une très belle journée.